Vous savez, le plus important pour être heureux, c'est vraiment d'être capable de pardonner, d'avancer, de passer à autre chose, même quand on a été offensé. Vraiment, c'est central, vous n'irez que mieux. Marion Lopez. Quoi, qu'est-ce qui va le... Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 2 juillet et aujourd'hui, je suis d'humeur à régler mes comptes. Bah oui, vous pensiez quand même pas que j'avais oublié ça. Face à une pancarte anti-Macron en manifestation, elle tweet « Tu connais l'histoire ? Les rois finissent à la guillotine ». Coucou, c'est moi. Il faut dire que la jeune femme revendique ouvertement la violence et l'insurrection, en particulier aux côtés des mouvements Black Bloc auxquels elle affirme presque appartenir. Va falloir être plus méchant, commente-t-elle, en s'appuyant sur l'article 35 de la première constitution républicaine qui affirme que l'insurrection est un devoir du peuple dans certaines circonstances. Elle va même jusqu'à écrire à une amie « Alexa, joue appel à la révolte et trouve-moi un outfit pour la manif de samedi ». Ici, elle sous-entend qu'elle compte s'habiller tout en noir pour rejoindre les mouvements Black Bloc. Elle accompagne d'ailleurs son message d'un emoji drapeau noir qui est un symbole du ralliement des groupes d'ultra-gauche. Marion Lopez cible aussi le gouvernement qualifiant Darmanin de ministre des bavures et de la répression et accusant la police de taper, mutiler et tuer dans les quartiers populaires et les cortèges. En août 2024, elle qualifie de déporter les migrants déplacés avant les JO. Une formulation outrancière qui résume à elle seule tous les excès de la France insoumise. Elle aussi montre sa haine d'Israël comme une signature de son appartenance au parti en retweetant un internaute affirmant que dans la guerre contre le Hamas, Israël est l'agresseur. Bon, en tout cas, merci pour cette démonstration de vacuité journalistique frontière. Fort heureusement, Street Press notamment est là pour vous montrer ce que c'est une véritable enquête. Alors, spoiler alerte, ça ne consiste pas à empiler des tweets, les surinterpréter à l'aune de son inculture abyssale en matière de culture pop et appeler ça une révélation, je préfère le préciser à toutes fins utiles. Et puis, ça ne consiste pas non plus à s'approprier le boulot des autres en mettant sa signature en bas d'un article qu'on n'a pas été foutu d'écrire. Ça, c'était pour mon copain Jules, sans rancune. Et juste avant de continuer avec la fine fleur du journalisme d'extrême droite, j'en profite pour vous rappeler que nous ne vivons que grâce à vous et à votre soutien. Et en ce moment, la situation est un peu alarmante. Le média pourrait disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Et on est presque à la moitié, ça nous aiderait déjà beaucoup d'y arriver. Toute l'équipe compte sur vous. La seule télé indé de France doit continuer d'exister. Alors rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Et on revient à Frontières. Et encore une fois, c'est son directeur et fondateur, Éric Tegner, qui fait particulièrement parler de lui ces dernières semaines. C'est comme une habitude. Les déboires s'enchaînent plus vite que les numéros de sa feuille de chou. Alors comme ça, on se fait graisser la patte pour jouer les propagandistes de la Hongrie, Rico ? Bon, c'est pas dans la charte de Munich, ça, il me semble. Alors, nous sommes entre 2020 et 2021, à peu près quand Tegner lance la chaîne YouTube Livre Noir, c'est l'ancêtre de Frontières. D'après l'enquête de Street Press, qui a publié notamment le contrat sur son site internet, à ce moment-là, Éric Tegner est rémunéré par le Danube Institute, un think tank proche de l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban, notoirement d'extrême droite, raciste, climato-sceptique et homophobe, pour ne citer que ça. Et ils sont pas du genre radin en plus, parce que le propagandiste, il percevait quand même 4 200 € mensuels pour favoriser la diffusion de contenus liés à la Hongrie, notamment via des articles dans les médias hexagonaux, soigneusement ciblés, comme Le Figaro, Marianne, Le Point ou encore Valeurs Actuelles. Ça, c'est ce que rapportent nos confrères. Alors, ce sont même très exactement 17 médias qui sont visés et avec qui Éric Tegner devait donc établir des relations, transmettre les sujets proposés par le Danube Institute et assurer la publication mensuelle de 2 à 5 articles. Alors, on part sur un casting de médias qui va de l'extrême droite la plus assumée et radicale, avec des titres comme L'Incorrect, Valeurs Actuelles, Éléments, Causeurs, Conflits ou encore Front Populaire, jusqu'aux titres plus généralistes, mais néanmoins très à droite quand même, tels que Marianne, Le Figaro, Vox, Atlantico ou encore Le Point. Et évidemment, on rajoute par là-dessus les pro-russes qui étaient RT France et Spoutnik. C'était donc auprès d'eux que Tegner devait faire infuser, mois après mois, la ligne éditoriale commandée par Budapest avec
plus ou moins de succès, semble-t-il. Et tout ça n'empêche pas notre Rico national de répéter ad nauseam qu'il défend un journalisme libre et indépendant. C'est bien, il n'y a aucun des 3 mots qu'il respecte. Et d'ailleurs, c'est probablement un hasard, évidemment, si Tegner a oublié de mentionner son petit contrat hongrois lorsqu'il a été interrogé en avril dernier dans le cadre d'une commission d'enquête du Sénat sur les, je cite, zones grises de l'information. Ah bah tu m'étonnes. Et en plus, la collaboration aurait été plus loin. Plusieurs sources citées notamment par Mediapart évoquent également des prestations de communication assurées par l'équipe de Livre Noir pour le compte du think tank hongrois. Parmi les éléments rapportés, il y a notamment la réalisation d'un entretien vidéo de l'historien Édouard Husson, enregistré dans les studios du média et ensuite diffusé en février 2021 par le Danube Institute. Ce proche de Marion Maréchal qualifiait alors Viktor Orban de héros politique. On peut aussi citer un tournage à Budapest dans le cadre d'une conférence en octobre 2021, co-organisée avec le même institut et avec en guest la nièce de Marine Le Pen. Voilà. Il y a aussi une petite rencontre organisée par l'intermédiaire de Tegner entre Zemmour et Orban qui a donné lieu à un reportage pour Livre Noir tout en faisant les affaires évidemment du Danube Institute. Quel homme d'affaires quand même cet Éric, dommage qu'il se revendique journaliste. En tout cas, Tegner, il voit pas le problème, il assume parfaitement son admiration politique pour Orban. À l'époque de mon travail avec le Danube Institute, je n'avais pas vocation à faire des médias, explique-t-il à Mediapart. J'avais fait de la politique et j'étais aligné d'un point de vue idéologique sur Viktor Orban. Je ne l'ai jamais caché, comme je n'ai jamais caché avoir travaillé pour le Danube Institute, sauf devant le Sénat du coup. Et les déboires récents d'Éric ne s'arrêtent pas là. Il y a pile 2 semaines, le patron de Frontières s'est fait condamner par la justice à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. C'est encore son manque absolu de déontologie qui lui coûte cher puisque cette condamnation est le fruit d'une plainte déposée par 10 avocats exerçant en droit des étrangers. Leur nom avait été jeté en pâture dans un numéro consacré à la prétendue invasion migratoire dont ils étaient désignés comme les coupables. Leur identité, leurs photos ainsi que même le nombre de dossiers défendus étaient listés dans un article intitulé « Ces avocats militants qui font du business sur les clandestins », présenté carrément sous la forme d'un podium des avocats des clandestins. Pour le président du tribunal, Éric Tegner ne pouvait ignorer que la publication était susceptible de causer des comportements violents à l'égard des avocats. Alors face à cette condamnation, le boss de Frontières, il nous fait du Marine Le Pen dans le texte, en criant évidemment au procès politique. Rien d'étonnant dans cette proximité. D'ailleurs, il semblerait que le passé de collaborateurs ou de collaboratrices parlementaires choque chez Frontières, mais uniquement lorsqu'il s'agit de collaboration à gauche, parce que leur rédaction, elle est truffée d'anciens communicants, militants et collaborateurs du RN, allant de proches de Jordan Bardella à d'ex-assistants parlementaires ou même candidats du parti. À ses débuts, sous le nom donc de Livre Noir, le média a penché quand même plutôt vers l'écosystème Zemmour et dans la galaxie de la droite radicale, mais désormais, elle se rapproche des réseaux lepénistes, assurément plus rentables en cette période. Et puis, on ne peut pas recruter non plus que des néo-nazis collectionneuses de reliques du Troisième Reich non plus. Faut quand même se diversifier. Vous voyez, Frontières, c'est comme ça qu'on dézingue la concu. Allez, bisous. Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, on vous rappelle notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Nouveau cri d'alarme sur l'état des prisons françaises. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, alerte. La surpopulation carcérale atteint un niveau historique. Elle parle même de catastrophe pénitentiaire. Écoutez bien ce chiffre.
88 829 personnes sont détenues en France pour seulement 63 237 places, soit un taux d'occupation d'environ 140%. Et dans certaines maisons d'arrêt, la situation dépasse largement les 200%, avec des cellules prévues pour une personne qui en accueille 2, 3, parfois même davantage. Et pour Dominique Simoneau, si la France en est là, c'est à cause des politiques publiques et notamment de celles menées par Gérald Darmanin. La contrôleuse réclame une réforme de fond, l'inscription dans la loi d'un mécanisme contraignant de régulation carcérale afin qu'aucun établissement ne dépasse sa capacité et que les droits fondamentaux des personnes détenues soient enfin respectés dans notre pays. Une position qui s'oppose évidemment frontalement à celle du ministre qui refuse ce dispositif. L'état des prisons françaises a justement fait l'objet d'une émission récemment sur le Média, présentée par Lydia Ménez, avec 2 invités spécialistes de la question venus de l'Observatoire international des prisons, Laëlia Véron et Julien Fischmeister. Je vous propose d'écouter. Moi, très concrètement, j'enseigne en détention et quand les étudiants arrivent énervés, c'est très souvent à cause des conditions de surpopulation. Quelquefois, il y a des relations avec les surveillants, mais voilà, je vois vraiment la différence quand il y en a qui sont... On leur a mis un 3e, par exemple, ils disent on est passé en triplette, et ça devient d'un coup insupportable. Ou quand, de fait, on a cette promiscuité subie avec des personnes qu'on n'a pas choisies, qui n'ont pas, par exemple, la même hygiène, ou qui ont besoin de regarder la télé toute la journée, ou certains qui vont avoir besoin de fumer alors que les autres voudraient que ça ne fume pas, ou quelqu'un qui a des problèmes psy, par exemple. Ça transforme très rapidement, visiblement, la détention en enfer. Et en tout cas, moi, je vois des gens qui, quand ils sortent justement un petit peu grâce au pôle scolaire, en quelque sorte, sont prêts à exploser. Et la surpopulation carcérale a évidemment de graves conséquences sur l'état des prisons françaises. Les conditions de la surpopulation, elles sont effectivement sur les conditions matérielles en cellules. Effectivement, donc il y a aussi la question de la dégradation du bâti, c'est-à-dire que les établissements inévitablement se dégradent plus rapidement quand ils sont occupés par un nombre trop important de personnes, en tout cas plus que ce pourquoi ils ont été construits. Donc voilà, on a des bâtiments qui sont extrêmement dégradés, extrêmement humides, après sont de nuisibles, de cafards, de puces de lits, de rats. Le cas assez emblématique de la prison de Fresnes qui est complètement infestée par les rats. L'administration n'arrive pas à s'en débarrasser, les plans de dératisation s'enchaînent et les rats en fait... pointé du doigt et la France est constamment condamnée. Pour ces conditions indignes, ouais. Complètement. Une émission à retrouver en intégralité, si vous le souhaitez, sur notre page YouTube. Et sachez que cette alerte, elle intervient quelques semaines après des conclusions des Nations Unies pour la prévention de la torture, qui estime que la surpopulation dans les prisons françaises porte atteinte aux droits fondamentaux des détenus et pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant. Aujourd'hui, avec la Turquie, la France est le pays du Conseil de l'Europe où la surpopulation carcérale est la plus élevée. La mission d'information du Sénat sur les violences dans le périscolaire a démarré ses travaux hier. Les associations de parents, SOS Périscolaire et MeToo École ont été auditionnées. Des collectifs créés suite à des cas de violences psychologiques, physiques et sexuelles sur des enfants dans des structures parisiennes. Le parquet a ouvert des enquêtes sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches. Plus d'une centaine d'animateurs a été suspendu. Selon ces associations, 40% des violences sexuelles sur mineurs se passent à l'école ou dans le périscolaire, une donnée certainement sous-évaluée. Elle dénonce, je cite, un système qui tient par le silence. L'enfant qui parle est traité de menteur depuis l'animateur jusqu'au commissariat et parfois même jusqu'au tribunal. La loi oblige les autorités et les fonctionnaires à signaler tout crime ou délit au procureur. Ce n'est pas du tout appliqué, y compris à Paris, affirme SOS Périscolaire. La rapporteure de la commission d'enquête du Sénat parle d'une défaillance au plan national et affirme que Paris n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et les violences dans les écoles privées catholiques ont été mises en lumière, notamment à travers le cas Betaram, évidemment, école où étaient scolarisés les enfants du Premier ministre Bayrou. C'est l'un des plus grands scandales de pédocriminalité de l'histoire de l'éducation française. Les premières accusations de violence dans cet établissement des Pyrénées-Atlantiques sont apparues alors que Bayrou était ministre de l'Éducation et il n'a rien fait. Alors l'école va fermer d'ailleurs définitivement ce vendredi.
Et c'est un peu comme si les mobilisations contre la loi Duplon et les autres alertes scientifiques n'avaient pas fait assez de bruit en France. Le Sénat a adopté, contre l'avis du gouvernement, des dérogations pour l'utilisation de 2 néonicotinoïdes interdits, l'acétamipride et le flupyradifurone. Cela, évidemment, dans le cadre de la loi d'urgence agricole, un peu fourre-tout. Une vaste plaisanterie, évidemment, pour les collectifs écologistes qui n'y voient là que la simple expression d'un système prêt à tout pour satisfaire les appétits des industries au mépris de la santé des Français et de l'environnement, évidemment. Ils ont organisé ce matin une action de désobéissance civile devant le Sénat. Notre reporter Andrei Manivit était sur place. L'année dernière, il y a eu une mobilisation historique pour rejeter la loi Duplon et que cette année, Laurent Duplon utilise l'opportunité d'une loi d'urgence agricole pour réintroduire des pesticides dont les Français ne veulent pas. Il y a 2 pesticides qui sont particulièrement contestés, qui sont l'acétamipride et le flupyradifurone. C'est des pesticides dont les effets sur l'environnement sont documentés par la littérature scientifique et qui sont notamment des effets très forts sur la biodiversité et sur les pollinisateurs. Par ailleurs, c'est des pesticides qui ont une durée de vie assez longue et qui vont s'infiltrer dans les nappes. Il n'y a aucun intérêt pour la société à voir le retour de l'acétamipride, c'est pas vrai. On va pas faire disparaître les abeilles pour une filière, ça n'a pas de sens. Là, les pouvoirs publics protègent une bourgeoisie, une oligarchie agricole, un agro-business, une minorité d'agri-managers, des intérêts privés, des intérêts économiques, absolument pas l'intérêt général et encore moins l'intérêt des paysans et des paysannes. C'est ça la vérité en fait. Et c'est ça que représente la loi d'urgence agricole. Si on la décortique, elle répond absolument pas aux problématiques qui sont traversées dans le monde agricole. La situation est de plus en plus inquiétante en Afrique du Sud. Après des semaines de manifestations anti-immigration, plus de 25 000 personnes ont été contraintes de fuir le pays. Des ressortissants du Zimbabwe, du Malawi, du Mozambique, du Nigeria ou encore du Ghana ont dû quitter leur foyer après un ultimatum lancé par des organisations anti-immigrés exigeant leur départ avant le 30 juin. À Johannesburg, Durban et dans d'autres villes du pays, des milliers de manifestants ont défilé en accusant les étrangers d'être responsables du chômage ou encore de la criminalité. Les autorités sud-africaines ont déployé plus de 10 000 policiers afin d'éviter une flambée des violences, un dispositif qui n'a malheureusement pas empêché la mort de plusieurs étrangers. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud subit ce climat de haine visant les étrangers. Le pays a déjà connu plusieurs vagues de violences xénophobes récentes, en 2008 et en 2015 notamment. À l'origine de ce mouvement March and March, plusieurs collectifs anti-immigration et certains responsables politiques qui désignent les étrangers comme responsables des difficultés économiques du pays. La principale organisation a déjà annoncé que la mobilisation se poursuivra chaque semaine. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Un grand merci et une très bonne soirée sur le Média.